Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Bleu et d'Or, le podcast francophone consacré au Fighting Irish de Notre-Dame. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet avant-dernier épisode de la période estivale, à moins d'un mois du début de saison de college football et du déplacement de Notre-Dame à Miami pour ouvrir la saison. Exceptionnellement aujourd'hui, Augustin ne peut pas être avec nous, mais nous le saluons et nous espérons qu'il appréciera d'écouter cet épisode consacré en partie au début du camp d'automne qui a commencé ce jeudi 31 juillet pour les Fighting Irish. Je suis toujours accompagné de notre Québécois préféré, Christian. Comment vas-tu, Christian? Très bien, très excité. C'est la période de l'année où est-ce que tout est possible. Nous avons consulté toutes les lectures possibles dans les dernières semaines en prévision de cette saison-là qui s'en vient, qui sera très excitante, peut-être même historique. Alors, effectivement, l'été, généralement, je ne sais pas pour vous, mais c'est un petit peu ça. On achète les magazines, on consulte le web, on consulte les différentes lectures pour les prévisions et on se met à rêver de chacune des équipes et contrairement aux autres années, eh bien, il n'y a pas eu de nouvelles cette année sur des expansions de conférences qui sont venues un petit peu tuer cette saison-là. Alors, on a pu se concentrer vraiment sur les prévisions. Alors, très excité, Léo, pour cette saison qui débute dans 3 semaines à peine et on a pu se mettre en appétit. Je ne sais pas si tu as regardé le match de la NFL du Hall of Fame juste pour se préparer, mais déjà la NFL a commencé également ses parties pré-saison aussi là, pour nous mettre en appétit. Complètement, ouais, ça fait du bien d'avoir du football américain à nouveau et même de pouvoir revoir des joueurs en action. Comme mentionné dans l'introduction, le camp d'automne a débuté du côté de Notre-Dame ce jeudi 31 juillet et c'était notamment l'occasion de revoir à la fois les joueurs de l'année dernière, mais également de pouvoir se faire une première idée sur les batailles qui vont animer ce camp et les réponses que vont devoir trouver le coaching staff avant le début de la saison à Miami. En parlant de bataille, la bataille principale à Notre-Dame pendant ce camp de printemps est sans surprise la bataille autour du poste de quarterback avec un duel entre CJ Carr et Minchie, deux profils assez différents mais qui offrent tous les deux des possibilités variées à l'attaque. Euh, Tout d'abord, quel est ton ressenti sur, euh, sur ce début de camp et sur ce que tu as pu lire sur les premiers jeux développés par ces deux joueurs? Oui, mais là, il est très tôt. Il faut comprendre qu'il n'y a que 3 pratiques qui ont Mhm. eu lieu jusqu'à présent. Et pour vous mettre dans le contexte, les premières pratiques, les joueurs n'ont pas d'épaulettes, là. Alors, on sort, puis c'est vraiment corps à corps. Il n'y a pas de plaquage. On va généralement faire des scrimmages ou des petits exercices également de 7 contre 7 ou des fois des duels receveurs contre cornerback. Ces premières pratiques-là, généralement, c'est pour mettre en place des routines pour que les joueurs suivent un certain mécanisme lors de ce début de saison-là. Euh, c'est un temps magnifique pour pratiquer. C'est ce qu'on retient. Il y a eu des années ou des étés où est-ce que c'était très, très chaud. On avait une vague de chaleur insupportable pour débuter. Là, c'était quand même très agréable côté température. D'ailleurs, comment que les installations Notre-Dame sont faites? Vous avez un stade couvert qui va servir généralement lorsque les conditions ne sont pas belles ou même lorsqu'on arrive plus et on joue en décembre, on va pratiquer à l'intérieur et on a 2 terrains extérieurs qui sont en parallèle. Et c'est ce qu'on a fait un peu pour débuter ces pratiques-là, c'est-à-dire qu'on a joué exclusivement à l'extérieur. Le premier terrain était concentré pour les joueurs de première ligne et de deuxième ligne. Est-ce que je m'exprime ainsi, les vétérans qui sont titulaires, ainsi que la deuxième ligne qui ont pris des répétitions devant le coaching staff régulier. Et vous avez une multitude de joueurs, parce qu'on parle d'une centaine de joueurs si on inclut les walk-ons, c'est-à-dire les non-boursiers, qui ont pratiqué, eux, sur l'autre terrain à côté. Là, il y avait des rotations parce qu'on retrouve également beaucoup d'assistants. Parce que, Léo, je ne sais pas si tu savais, mais le règlement a changé, c'est-à-dire on peut maintenant accueillir des coachs analystes et des coachs, les fameux assistants de nos coachs, là, qui sont souvent des graduates, qu'on appelle des entraîneurs gradués, qui ne Ok. pouvaient pas participer à toutes les pratiques selon le règlement de la NCAA. Auparavant, ils n'avaient pas le droit d'être sur le terrain. Alors, ça devenait compliqué. Imaginez pour un coaching staff d'avoir 100 joueurs à diriger. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On concentre essentiellement nos efforts sur les titulaires
titulaires et les joueurs de deuxième ligne. Mais tandis que là, on a pu encadrer tous les joueurs et ça permettait aux coachs de position de bouger d'un terrain à l'autre. Et c'est les joueurs qui sont les grands gagnants de tout ça parce que dans le fond, tous les joueurs bénéficient d'un entraîneur qui suit leur progression et qui peuvent les coacher. Et tout ça est filmé. Alors donc, dites-vous que les coachs de position peuvent par la suite analyser le tout en vidéo. Alors, ça fait des grosses journées pour ces coachs-là. Mais comme on se dit, il ne faut pas s'emballer. Parce que là, évidemment, on a vu quelques highlights, que ce soit sur Twitter, quelques vidéos qu'on a vu circuler aussi sur YouTube. Non, là, je vous rassure, là, CJ Carr et Minchie, la bataille n'est pas gagnée. Là. Il est trop tôt. Premièrement, du 7 contre 7, vous savez ce que ça fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaquage. Puis il y a une immense différence pour un quarterback pour lancer le ballon lorsque le jeu précédent, tu as été victime d'un sac où tu t'es fait ramasser par un joueur de ligne défensive versus lorsque tu joues 7 contre 7 et là, tu lances le ballon, il n'y a pas d'épaulette, il n'y a pas de plaqué. Et la situation est la même pour les receveurs de passe aussi. C'est-à-dire qu'il y a une différence lorsque tu sais qu'il y a un safety à côté de toi, mais il ne te touchera pas, versus un safety que tu sais que si tu as le dos tourné, tu vas avoir un casque dans le dos. C'est pas la même pression. Souvent, il y a des ballons qui vont s'échapper. Et tandis que là, c'est un petit peu plus facile. Alors, ça met en valeur quand même les quarterbacks de cette façon-là, ainsi que les wide receivers. Mais si vous avez suivi un petit peu à travers les médias, c'est normal. Les premières pratiques, la défense va dominer l'attaque tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide et facile pour une défense d'exercer que de mettre en place le casse-tête d'une attaque, de construire une attaque. Alors, ça va prendre quelques pratiques et quelques semaines avant que l'attaque prenne son rythme. Alors, donc, pour la bataille des quarterbacks, oui, il y a eu du bon. Il y a eu du moins bon. CJ Carr a fait des bons coups. CJ Carr a fait des mauvais coups aussi lors de la première séance, victime de 2 interceptions. Minchie, ce qu'on a retenu de Minchie quand même, très prudent, comme s'il avait peur un peu de faire des erreurs. Il a fait des belles passes, mais également des passes douteuses un peu à l'occasion. Alors, mais c'est normal. Il n'a pas à s'inquiéter, il est très, très tôt dans le cas. Là. Mais ça sera intéressant à suivre. Mais je termine juste ma parenthèse. Ce qui m'a excité davantage, c'est le QB numéro 5 de la charte. CJ Carr, évidemment, était là. Kelly Minchie, mais qui on retrouve en numéro 5? On retrouve, tiens, Tyler Buckner. Et ça, on en avait parlé Oui, on en avait parlé dans les précédents podcasts. Je ne sais pas si vous en rappelez. On s'était dit, il me semble que ce serait un beau joueur gadget et un vétéran à insérer dans cette chambre-là. Et je considère que c'est une très, très bonne nouvelle quand même. Oui, tout à fait. Et puis, c'est CJ Carr, j'ai vu, il a réagi justement au retour de Tyler Buckner. Il a dit que c'était un très bon ajout, que c'était quelqu'un de très intelligent, de positif, qui connaissait bien le jeu aussi, lui qui avait transféré une année à Alabama. Donc, il a eu aussi l'occasion de voir un peu de diversité dans le jeu. Et comme tu le disais, à l'heure actuelle, c'est vraiment un duel à 50-50 entre les deux quarterbacks. Et c'est le coach des quarterbacks, Gino Giudioli, qui le disait. Et donc, voilà, l'idée, ça va être dans les 2 prochaines semaines d'entraînement, d'essayer de trouver un maximum de réponses et pouvoir, si possible, désigner un titulaire avant le début de la préparation de Miami. L'objectif pour désigner le quarterback titulaire, ça va être de mettre les quarterbacks dans des situations avec un maximum de pression, on a vu notamment pour le premier jour des 2-minute drills, donc des scénarios avec une horloge limitée. Et Mike Denbrock disait, pour l'instant, c'est plutôt mettons-les dans le plus grand nombre possible de situations chaotiques, instables et sous haute pression, et observons leur réaction afin de nous assurer qu'on choisit le bon joueur. Nous avons une totale confiance dans le fait que celui qui gagnera le poste saura diriger cette équipe et bien le faire. Donc voilà, la compétition est grande ouverte et effectivement, je pense que si CJ Carr offre un jeu de passe supérieur au dernier quarterback qu'on a eu à Notre-Dame sur les dernières années, alors Sam Hartman avait aussi une grande qualité de passe, mais l'année où il était là était peut-être moins fourni en termes de joueurs capables d'attraper le ballon. Et donc, je pense que cette année, il y a une grande diversité qui va être offerte si CJ Carr est titulaire. Après,
On a aussi de l'autre côté Kenny Minchey qui, lui, offre un profil avec beaucoup plus de mobilité et c'est le style de joueur que Mike Denbrock s'est très bien exploité. Ben, on l'a vu l'année dernière avec Riley Leonard qui l'a très bien exploité, mais aussi Jaden Daniels de son temps à LSU qui était un quarterback aussi très mobile et capable de sortir de situations avec ses jambes. Donc, on a un duel à 50-50 avec deux Ouais. joueurs qui sont en position de prendre la place, mais qui, dans les deux cas, apporteront et seront une vraie menace pour la défense adverse. Donc, c'est, je pense, aussi le signe d'une compétition saine, pardon, et qui va voilà, apporter, faire naturellement choisir le bon quarterback à Notre-Dame. Absolument. Mais tu sais, ma seule inquiétude que j'ai, c'est deux jeunes quarterbacks. Et j'ai toujours peur de, vous savez, on affronte Miami comme premier duel, Texas A&M Ouais. comme deuxième duel. Imaginons que tout ne va pas comme prévu, que ça devient Mm. compliqué. Et c'est là que j'aime la présence d'un Buckner parce que je vous pose la question. Imaginons qu'on arrive à la première demi, rien ne se passe là, en attaque. Rappelons-nous les années de Drew Pine, là, cette belle saison où ce que Drew Pine avait de la difficulté à faire avancer le ballon. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est là que j'aime la présence d'un vétéran, autant sur les lignes de côté comme Buckner qui peut calmer le jeu sans être sur le terrain. Et même, je ne serais même tenté de l'amener parce qu'on a parlé de Minchie. Minchie est très rapide, il est mobile, mais on a été très gâtés avec Riley Leonard parce que Riley Leonard, il est très grand, il est très gros, il est une grande masse musculaire, c'est un 6 pieds 4. Il était capable à 4 et 1 d'avancer le ballon. Minchey est plus en finesse. Ce n'est pas un Mhm. quarterback qui va courir comme première option. Il va courir lorsqu'il est mal pris. Et on l'a Ouais. vu dans le Blue Gold Game, avoir une certaine difficulté avec ses lectures. Et c'est là qu'il va avoir tendance à prendre ses jambes à son cou, si je peux m'exprimer ainsi, Mhm. et se servir de cette vitesse-là pour créer des options et se déplacer. Alors donc, oui, Minchey est capable de créer des jeux par ses jambes, mais je vous dirais que CJ Carr est probablement meilleur dans ses lectures et va être plus téméraire peut-être à tenter certains jeux. Et on l'a vu dans certaines pratiques. D'ailleurs, une des interceptions que Carr a lancées, il avait sous-évalué tout simplement dans le fond le safety. Ouais. Voyons, je cherche son nom, pas Jaden Blair, mais Bronte Johnson. Par sa Ouais. vitesse, Bronte Johnson, qui est un athlète extraordinaire, là, ancien joueur de basketball qui avait été même quarterback au niveau high school, qui a fait un saut, une impulsion exceptionnelle quand même pour aller chercher le ballon. Je pense que Carr avait sous-évalué Bronte Johnson. Il pensait que le ballon allait passer dans l'une de ces deux interceptions-là. Et la seconde, il y avait un vent de face aussi qui pouvait nuire un peu à sa performance. Donc, ça va être excitant, mais il ne faut pas s'inquiéter quand même. Mais vous voyez, je vous dirais, dans une dizaine de jours, il y aura une fenêtre parce que généralement, Marcus Freeman fait une conférence de presse officielle autour du 17 août où il va y avoir quelques points de presse d'ici là, mais un vrai point de presse global de savoir comment se déroule le camp. Et généralement, on devrait savoir entre le 10 et le 17 août qui sera le quarterback numéro 1 selon ce qu'on entend. Ouais. Ben, moi, je veux poser une question. Si justement d'ici là, personne n'a réussi vraiment à sortir du lot, est-ce que parce que moi, je me souviens la première année de Marcus Freeman en tant que head coach, on avait une alternance au poste de quarterback entre Jack Cohn et Tyler Buckner. Est-ce que c'est finalement avec deux jeunes joueurs capables justement, enfin, plutôt sur lequel on a des incertitudes, est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, peut être envisagé ou vraiment il faut décider un numéro un et puis quitte à ce que ça se passe mal au bout de quelques semaines, essayer autre chose. Mais Oui, l'alter- c'est une très bonne question, Léo. J'aurais tendance à répondre que c'est deux situations complètement différentes. C'est-à-dire que lorsque Jack Cohn était présent, écoutez, Jack Cohn, il avait la même vitesse qu'un éléphant. Là, fait que c'était un, un quarterback très, très, très différent de Tyler Buckner et la vitesse de Buckner amenait une autre dimension sur le terrain. Et on avait créé spécialement des jeux
pour Tyler Buckner, Mm. des situations de court gain à proximité des buts pour utiliser ses jambes davantage. La situation est différente cette année parce qu'on a deux jeunes quarterbacks et le danger avec des jeunes quarterbacks comme ça, c'est que si on fait un système d'alternance, surtout dans une même partie, euh, Mm. ça empêche le développement d'un quarterback. Ouais. Alors, Mm. si jamais on en vient dans une décision comme celle-là, j'aurais plus tendance à, je m'essaie, puis là, je vous donne une option, j'ai CJ Carr qui débute le match contre Miami, il est catastrophique. J'évalue ça. Il y aura une semaine de pause quand même entre le match numéro 1 et le match numéro 2. J'évalue en pratique à savoir comment se déroule cette deuxième semaine-là. Et si ça ne va pas mieux, ben là, je pourrais toujours envisager un Minchie, mais j'aurais tendance à donner quelques matchs à Carr. Un petit peu comme si on revient à la saison dernière, pourquoi on avait gardé Stephen Jelly? C'était son expérience en situation de match. Mais je vous Ouais. annonce que si jamais Riley Leonard s'était blessé, exemple contre Texas A&M au match numéro 2, ben, j'ai l'impression qu'on a rembarqué CJ Carr. Là, on aurait comme compris que la saison est terminée. On ne peut pas se rendre en éliminatoire. Et là, on aurait plutôt misé sur le développement d'un quarterback plutôt que de jouer Stephen Jelly parce que c'était clair et net. C'est pas pour rien qu'Angeli a transféré. Il le savait qu'il était le moins talentueux des trois et on le voyait en pratique. Il était bon quand Mm. même. Il sera titulaire probablement Syracuse, mais il n'avait pas le même niveau que les deux. Là, dans le cas présent, c'est que les répétitions que tu enlèves à un ou à l'autre, c'est du temps très, très, très précieux. Fait que c'est pour ça que, pour répondre à ta question, moi j'aurais tendance, même Minchie, je ne crois pas qu'il y aura un cahier de jeu spécial pour Minchie si Carr est titulaire. Et la même chose pour Minchie, parce que ce sont deux quarterbacks où ce que le jeu de passe est numéro un. La course D'accord. devient une option numéro 2 et je sais que hier, dans les exercices qu'on a fait, il y avait des mises en situation où ce que Carr courait avec le ballon. Ok. Fait Carr est capable de courir. C'est pas la même vitesse que Minchie, mais la différence, c'est que là, on a vu beaucoup plus Minchie ce printemps parce que Minchie a un petit peu plus de défis avec ses lectures. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, rapidement, lorsqu'il ne voit pas les jeux, il ne passe pas nécessairement à la deuxième option, à la troisième option. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il court pour se sortir du trouble un peu, tandis que Carr a tendance à prendre plus de chance et à lancer le ballon. Alors, ce que j'essaie de vous dire, pour conclure sur le sujet, j'ai l'impression que Carr a plus d'avance que Minchie présentement, mais on ne publiera pas dans les médias. Euh, je- on avait eu déjà la discussion. Après le printemps, Carr avait une avance quand même sur Ouais. Minchie. Minchie ne nous a pas prouvé encore qu'il était prêt à être le numéro un. Et ça, on a déjà vécu ça à Notre-Dame dans le passé, qu'on savait très bien qui serait le quarterback, mais on ne l'avait pas annoncé. Et on jouait la carte, on attendait à la fin pour garder l'effet de surprise. Brian Kelly aimait ça faire ça lorsqu'il y avait des batailles de camp d'entraînement. Et on n'est pas habitué à ça à Notre-Dame parce qu'il n'y en a pas eu de bataille dans les dernières années. C'était déjà des quarterbacks déjà décidés. Hey, notre dernière bataille, est-ce que vous avez réfléchi, ça remonte à quand la dernière fois qu'on a eu une bataille au camp d'entraînement? Euh, je pense, est-ce que c'est De Brandon Wimbush quarterback. puis Ian Book, je pense? Bush et Ouais, Book. c'est possible, ouais. Ça remonte à 2018, Oui, 2000. ça fait loin. Ouais. Et avant ça, c'était Bah, Malik Zahir contre Brandon Wimbush. Alors, ça vous donne une idée que ça n'a pas été une situation régulière pour Notre-Dame dans les dernières années. Mais je conclus là-dessus. Simplement, moi, je pense que peut-être Carr a une longueur d'avance plus que l'on pense présentement en termes de skill et de facilité peut-être à diriger cette attaque-là. oui, et puis ce que tu disais aussi pour conclure sur les risques qu'ils sont capables de prendre, c'est aussi justement ce que CJ Carr disait sur le fait que le camp d'automne, c'était l'occasion de sortir et tenter des passes dans des fenêtres serrées pour tester ses capacités, tester les défenses. Et donc, je pense qu'il faut pas faire de conclusions trop hâtives sur ce qu'on a pu lire sur les derniers jours. Et effectivement, si J. Carr est finalement peut-être plus en confiance pour pouvoir, en se disant que voilà, le camp était fait pour ça et qu'il fallait qu'il tente un maximum de choses, qu'il valait mieux qu'il le tente pendant le camp d'entraînement qu'en première semaine à Miami. Et, euh, et donc, ouais, dans tous les cas, ça va être, je pense que pendant les 2 semaines qui vont arriver, on va continuer à avoir pas mal d'informations et à lire pas mal de choses sur les performances des différents quarterbacks. Et voilà, on attendra d'avoir une réponse officielle de Marcus Freeman pour, euh, pour savoir qui mènera l'attaque de Notre-Dame pour cette saison 2025-2026.
Sur quelle est-ce que tu avais une autre bataille en tête sur laquelle tu souhaitais enchaîner Ben, écoutez, peut-être partager de façon globale ce qu'on retient de ce camp-là. Notre-Dame n'a jamais été aussi athlétique, je pense, dans les 20 dernières années. Ils Ouais, sont grands, ils sont très grands. Jamais on a eu tout des à fait. safeties aussi grands. Et je pense que c'est ce qui a été la surprise du camp. On a des joueurs élites cette année. Tout est en place pour une grande saison. Si on regarde la chambre des running backs, on sait que c'est déjà joué là. On sait que Love, Price devrait se partager probablement Ouais. 80% des répétitions. On a vu Arenas Williams la saison dernière, entièrement d'accord. Je suis curieux de voir quand même ce qu'on va faire de Kedron Young qui a pris une quinzaine de livres quand même. Il est rendu à 243 livres, si je ne me trompe pas, Kedron Young. Puis tu sais, on s'entend que si on revient à son bagage, c'était quand même l'un des meilleurs joueurs. C'est le 73e meilleur joueur classé sur On-Tree l'année qu'il a été recruté par Notre-Dame. Mais là, tu sais, quatrième jeu et un, là. Mhm. Avant, on avait Riley Leonard, et là, je ne serais pas surpris de voir la contribution de Kedron Young c'est plus un fullback là, lorsqu'on est rendu à Ouais. 243, 245 livres, là, c'est pesant, là. C'est lourd. C'est du poids, fait que j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer. Malheureusement pour les autres, ben, j'ai l'impression que le temps de jeu va être un petit peu plus limité, à moins qu'on a des parties plus faciles ou lorsqu'on pourra faire contribuer ces Ouais. joueurs-là pour garder nos principaux éléments pour les matchs plus serrés un peu là. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. La room des running backs est vraiment très très chargée cette année, comme l'année dernière. On rappelle que cette année, on a un nouveau coach des running backs, Jajuan Seider, qui arrive Oui, en provenance de Penn State, qui avait très certainement une des meilleures aussi escouades en termes de running back l'année dernière, et qui cette année est à nouveau très bien fourni. Et donc, ça va lui offrir pas mal de possibilités il va aussi devoir trouver des manières créatives pour pouvoir exploiter tous ces joueurs. Sur les premiers entraînements, il y a eu plusieurs jeux qui ont été joués avec à la fois Jeremiah Love et Jadarian Price alignés ensemble. Et donc, ça rappelle ce qui était un petit peu fait aussi du côté de Penn State. Et Jeremiah Love lui disait que quand il était dans l'espace libre, il sent qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe. J'ai vu qu'il était souvent finalement mis en motion et aligné en tant que wide receiver. Et souvent, du coup, il était couvert par des linebackers et il est beaucoup trop rapide et beaucoup trop explosif pour être défendu par des linebackers. Donc c'est très intéressant. Et Jadarian Price, lui aussi, mentionnait que c'était quelque chose qu'ils avaient demandé. Et Jadarian Price, j'ai vu ses bras là sur le camp, c'est impressionnant. Il a vraiment pris une autre dimension encore physique. J'ai l'impression déjà que l'année dernière, j'ai souvenir de plusieurs actions où je crois que c'était notamment face à Georgia où il met un très gros raffut à un défenseur. Enfin, et cette année, c'est presque s'il ne devient pas un Audric estimé en termes de physique, tellement il devient imposant. Et donc, je pense que voilà, on va voir plein de choses variées et intéressantes avec cette room-là. Là où, en comparaison du côté des tight ends, c'est un petit peu plus creux et plus oui. creux notamment comparé à ce qu'on avait l'habitude sur les dernières années à Notre-Dame. On a Eli Raridon qui est toujours très impressionnant physiquement et qui devrait être le tight end titulaire cette saison. Après ça, on a rajouté aussi Ty Washington qui arrive en provenance d'Arkansas, mais lui qui a un profil encore plus physique et qu'on peut plus s'identifier même à un H-back plutôt qu'un tight end. Et donc, ça va aussi apporter finalement d'autres options et d'autres options intéressantes, notamment sur troisième ou quatrième tentative avec peu de yards à gagner. Mhm. Et puis on a aussi le retour de Kevin Bowman pour sa sixième saison, lui qui a connu pas mal de blessures et qui devrait pas trop voir de terrain, mais qui quand même, on ne sait jamais si justement une blessure arrive à Eli Raridon, il est important d'avoir d'autres joueurs pour remplacer. Donc, même si au niveau des tight ends, en termes de nombre,
c'est peut-être moins étoffé que sur les dernières saisons. Et on retrouve quand même de la qualité. Et puis Cooper Flanagan, lui, devrait revenir au cours de la saison. Oui, et peut-être ce qu'on retient des premières pratiques, c'est Ty Washington qui avait l'air un petit peu perdu un peu sur le terrain. C'est sûr, Oui, c'est une nouvelle équipe de se joindre et de s'habituer au rythme de ces pratiques-là parce que vous quittez l'Arkansas, puis si je me rappelle bien, ça ne s'était pas bien terminé la relation aussi avec Arkansas lorsqu'il avait quitté l'équipe. C'est pour ça qu'il y a un petit point d'interrogation sur Ty Washington et peut-être un joueur qu'on oublie aussi, qu'on n'a pas nommé, c'est James Flanagan, le freshman. 6 pieds 6, 241 livres, super bien coté par les sites de recrutement, 105e joueur classé selon 247, fils d'un joueur de NFL également. Alors, c'est un des meilleurs joueurs de l'État de Wisconsin qui s'est greffé et lui aussi, il a été très surprenant dans les premières pratiques. Et ce que j'aime, c'est que Notre-Dame ne s'est jamais gêné depuis l'arrivée de Marcus Freeman. Elle a donné la chance à des freshmen de voir du terrain. Alors, si Reardon ne performe pas au bon niveau et qu'on ne trouve pas la solution dans la chambre actuelle, ben, il ne serait pas impossible nécessairement de se tourner vers un freshman qui pourrait se greffer à l'équipe. Et on l'a déjà fait, des Michael Mayer de ce monde l'ont déjà fait, de tester des freshmen. Vous allez me dire, Michael Mayer, c'est quand même un joueur d'exception, mais James Flanagan n'est pas un mauvais joueur non plus, là. ça va être très intéressant à suivre parce que oui, là où finalement il y a des questions, il y a des réponses à trouver et donc ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer pour les tight ends. Ouais, puis Léo, tu amènes Euh, un excellent point, c'est-à-dire que ceux qui suivent Notre-Dame depuis plusieurs saisons, puis là, je nous retourne aux années de Brian Kelly. Généralement, lorsqu'on avait ce genre de discussion-là en début de saison, les jeux étaient déjà joués. C'est-à-dire que mhm. on savait qui était, exemple, le wide receiver numéro un. On avait un point d'interrogation pour le numéro 2 et le numéro 3. On savait que la saison se déroulerait bien si le numéro 2 et le numéro 3 jouaient à un niveau supérieur à ce qu'ils ont joué la saison dernière. Et on avait souvent plusieurs points d'interrogation. On avait beaucoup d'espoir. Et la différence avec cette année, c'est qu'on demande beaucoup à ces joueurs-là, dans le fond, de jouer simplement le même niveau que la saison dernière. On ne leur demandera pas de surperformer. On n'a pas besoin de lapins qui sortent du chapeau. On sait déjà qui sont ces joueurs et on a parlé beaucoup de la profondeur de cette équipe. Et ça revient à chacune des positions. C'est-à-dire que l'option 2 et l'option 3 auraient probablement été titulaires il y a 6 ou 7 ans. Et c'est la grande différence. Et voilà pourquoi on a réussi à traverser ces séries éliminatoires avec succès la saison dernière. Beaucoup de rotation, de répétition. Et c'est ce qui a été excitant. Quand vous analysez toutes les blessures que l'on a eues la saison dernière et comment on s'en est sorti, c'est beaucoup de profondeur et ça augure très, très bien pour cette saison. Ouais, tout à fait. Et c'est toujours important d'avoir plusieurs joueurs capables de jouer et d'être prêt à jouer pour pallier à une éventuelle blessure ou même pour garder des joueurs frais et capables de faire la différence sur le terrain. En parlant justement de blessures qui peuvent arriver, j'en profite pour transitionner sur la ligne offensive où justement une blessure est arrivée à notre, en théorie, left tackle titulaire Charles Jagusa qui a eu un accident de quad dans le Wyoming, il me semble, début juillet, et qui Oui, a subi une opération au bras pour la réparer. Si j'ai bien compris, c'était un groupe de joueurs qui étaient dans le Wyoming. Je crois qu'ils étaient ensemble. Et j'ai vu justement Marcus Freeman qui disait que alors forcément c'est une déconvenue, mais comme il y a aussi, on va en parler de la profondeur à ce poste-là, on a toujours Anthony Knapp qui était le left tackle titulaire l'année dernière pendant une bonne partie des oui. playoffs. Finalement, il est plutôt pas, il est pas content de la blessure, mais il a apprécié voir que les joueurs sont partis ensemble. Ça a aussi permis de renforcer la cohésion je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu Oui, plus sur ce que tu vois sur Jagusa et la ligne offensive. ben, commençons par Jagusa. Tu sais,
on a lu beaucoup de choses dans les médias et c'est facile de critiquer un jeune qui, surtout, je vous mets dans le contexte, il y a un receveur de Penn State la saison dernière, c'est Fleming, si je ne me trompe pas, qui a eu un accident également de quad il y a à peu près un mois et sa copine est morte lors de l'accident. Ça a été beaucoup plus brutal. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que ça aurait pu être pire que ça, dans le cas de Jacques. Ouais. Parfois, on est cruel sur les médias sociaux à jeter le blâme sur peut-être la tête d'un jeune joueur. C'est des jeunes de 18, 19 et 20 ans. Euh, je comprends que si c'était un joueur de NFL, probablement que dans son contrat, ça aurait été stipulé de ne pas faire ce genre d'activité-là dans l'entre-saison pour éviter les blessures. Mais le plus grand perdant de tout ça, on a tendance à penser c'est la ligne offensive. Hein? Jacques, prospect de NFL, ben, dites-vous que le plus grand perdant, c'est lui-même, Charles Jagassa, parce Ouais. que Jagassa était pressenti pour être probablement un choix de premier tour la saison prochaine s'il avait connu une saison à sa juste valeur. Mais là, blessure la saison dernière, avait joué simplement un bowl la saison d'avant, il n'a que 3 matchs d'expérience. Cette blessure-là et cet accident bête-là, et ce que j'ai entendu, il n'y a aucune histoire de boisson, de vitesse, c'est un accident bête. Le joueur n'a rien fait de mal, là. Mais ça va lui coûter plusieurs millions de dollars parce qu'il ne sera pas un choix de premier tour de la prochaine saison parce que probablement qu'il devrait se joindre à l'équipe. On parle du début octobre, probablement qu'il serait de retour. Mais encore là, à condition de ne pas avoir perdu son poste. Parce que là, Tout à fait. on le prévoyait peut-être comme un poste de garde, c'est ce qui était pressenti. On voulait laisser Knapp, puis même Knapp a un excellent début de camp également, très massif, son jeu de pied est extraordinaire, il a bien débuté. Alors avec Knapp et Billy Shroud qui a connu une fin de saison extraordinaire la saison dernière, euh, écoutez, on a une ligne élite. Elle était pressentie pour être une des meilleures lignes offensives de la saison. Alors la blessure de Jagassa, oui, elle fait mal, mais elle ouvre des opportunités. La solution est probablement, un petit peu plus à l'interne, on va se le dire. À date, Freeman a parlé de Sullivan Absher. Absher, qui est un joueur qui a joué partout. Il a joué les 5 positions la saison dernière, alors il a de l'expérience sur le terrain. Probablement qu'on pourrait l'insérer au poste de garde. Je vous dirais que j'ai été quand même très excité d'entendre qu'on a testé Will Black aussi au poste de garde, qui est le Oh, freshman tout ton étoile, 5 étoiles. compatriote. Oui, on a testé Will Black, c'est peut-être évidemment pour voir, parce que vous savez, des fois, on va avoir tendance à prendre des tackles et à les tester au poste de garde. On va les tester à gauche, on va les tester à droite, et si on voit que ça ne fonctionne pas, parce que vous savez qu'il y a des joueurs, ça fait des années qu'ils ont les mêmes routines, une certaine façon de se déplacer. Des fois, ça fonctionne, ils ont une capacité de s'ajuster à cette nouvelle position-là, des fois, non. Alors, de savoir qu'on essaie une stratégie comme celle-là, et j'aurais même le goût de vouloir essayer un Gerby Lambert peut-être dans une position de Ouais. guard s'il n'y a pas de place au poste de tackle. Mais c'est beau essayer ce genre-là, mais il faut penser aussi à la profondeur parce qu'il y aura des blessures cette année. Alors, je préfère peut-être qu'on garde un Gerby Lambert au poste de tackle comme roue de secours si jamais un problème arrive cette année à un de nos tackles parce que vous savez, là, on aura 2 gros duels pour commencer, mais après ça, on aura des occasions de faire une rotation. Et même dans ces gros duels-là, il y a des moments dans la partie où ces joueurs-là ont besoin de repos, il y a des blessures, et c'est là qu'on aura besoin de ces joueurs-là. Je sais que tu avais sorti quelques noms. Léo, je pense aussi qu'il pouvait percer peut-être ce camp-là. Et peut-être, si on ne se trouve pas de chemin sur la première ligne, mais du moins sur la seconde ligne pour venir à contribution, on parlait d'Augustine également et Stribbing, qui sont des joueurs quand même Ouais. très, très bien cotés, euh, qui étaient tu sais, c'est des athlètes. Ce que j'aime de cette année, c'est qu'on n'hésite pas à aller du côté des tackles et de les convertir en guards, ce qui n'était moins le cas peut-être les années précédentes. Ouais, tout à fait. Une nouvelle fois, on retrouve sur cette ligne offensive de la qualité, de la taille et du poids. Et finalement, tout ce qu'on recherche pour une ligne offensive. Et nul doute que finalement, les 5 starters ou même les joueurs de rotation ou qui arriveront et qui prendront une place sur cette ligne en cas de blessure apporteront et maintiendront le niveau élite de cette ligne offensive. Euh, et je pense que voilà. Ça va finalement il va falloir assez rapidement quand même être capable de définir les starters afin de créer aussi une cohésion et de les habituer à jouer ensemble parce que
forcément, lorsque on va jouer face à des adversaires qui vont amener de la pression, qui vont amener des fois un ou deux joueurs en plus que la ligne est capable de tenir, il va falloir qu'ils aient aussi l'habitude de jouer ensemble et d'avoir la capacité de protéger le quarterback. Donc, ça va être intéressant à suivre aussi sur cette ligne-là, ce qui va se passer. Et la clé, ça va être la protection contre la passe, parce que là, on était habitué avec un Riley Leonard qui était très, très, très mobile. Et là, je sais, là, vous allez nous dire aujourd'hui, oui, mais Riley Leonard, combien de sacs il a sauvé la saison dernière avec ses jambes en courant à gauche et à droite? Oui, je suis d'accord, mais combien de jeux peut-être aussi qu'un quarterback comme CJ Carr, ben, la passe aurait été décochée un petit peu plus tôt dans le processus et on n'aurait pas eu besoin de courir pour créer ces jeux-là. Fait que, oui, Riley Leonard est un playmaker, avait son style de jeu, mais puis il était très excitant à voir, est un meneur hors pair. Mais là, on revient plus à un quarterback plus traditionnel et on aura besoin de cette ligne offensive-là pour protéger contre la passe. On a vu la saison dernière pour protéger pour la course, ça allait très, très bien. Là, pour la passe, on devra laisser du temps un petit peu à CJ Carr de trouver sa première et sa deuxième option plus facilement. Tout à fait. Et on peut aussi enchaîner rapidement sur finalement les wide receivers, si ça te convient, et donc on a eu une première vision un petit peu des premières et deuxième équipes avec donc pour la première équipe les titulaires. Malachi Fields, donc le transfert qui arrive de Virginia au poste de boundary, de Jaden Greathouse qu'on retrouvera à son poste dans le slot, et Jordan Faison en tant que field receiver avec Eli Raridon du coup en tight end. Et tandis que la seconde équipe serait composée de Gilbert dans boundary, Pauling au slot, KK Smith sur lequel on a encore des interrogations et sur lequel on va pouvoir parler parce que finalement, vu qu'il n'a pas encore confirmé vraiment ce qu'on attendait de lui, est-ce que d'autres joueurs vont être capables de pouvoir potentiellement prendre sa place? Je pense notamment à Cam Williams qui a impressionné physiquement et qui pourrait aussi décrocher une place. Donc, à l'heure actuelle, il y a vraiment 4 wide receivers, donc Fields, Jaden Greathouse, Jordan Faison et Pauling qui sont considérés comme des receveurs sûrs pour le quarterback. Une des questions, ça va être est-ce que Gilbert va être capable de prouver suffisamment pour intégrer ce corps de receveurs sûrs à qui passer le ballon. Quand je vois notamment Jaden Greathouse, Jordan Faison, c'est des joueurs qu'on a vu très bien performer l'année dernière, notamment Jaden Greathouse en playoff qui a été exceptionnel. Et l'ajout de Malachi Fields, qu'on a vu, est un physique très impressionnant, très grand, capable d'exploits sur des one-on-one et des ballons un petit peu 50-50. J'ai quand même la sensation qu'on a une room des wide receivers plus étoffée et plus aguerrie que les dernières saisons sur ce côté-là. Après, c'est justement peut-être sur la profondeur où il va falloir trouver quelques réponses à ces questions sur en cas de blessure, qui est-ce qui va être capable de step up et de prendre la place. Oui, effectivement. Et je pense que Fields et Greathouse, on le sait, eux seront titulaires à chaque match. Faison et Pauling, puis encore là, à l'occasion, Pauling peut aller jouer au niveau field un petit peu plus, c'est pas nécessairement dans la slot. Greathouse peut également. Il y aura une rotation au niveau des wide receivers qui vont changer de place selon les schémas qui seront mis en place. Les 4 premiers, je pense qu'on n'a pas d'interrogation à savoir qui seront les 4 premiers receveurs. Ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a besoin cette fois-ci là, que les astres soient alignés, c'est-à-dire que certains receveurs de passe éclos. On a parlé de Cam Williams. Cam Williams, je ne vous dis pas que c'est sa dernière chance, parce que quand même c'est son deuxième camp, mais on aurait besoin de le voir un petit peu plus sur le terrain. Tu as parlé de Kiki Smith,
Kiki Smith, et même encore, je pense qu'il y a eu certaines difficultés hier lors des fameux one-on-one. Moi, j'ai l'impression, je ne serais pas surpris que c'est son dernier camp. Malheureusement, tu sais, je veux dire, il y a d'autres joueurs qui poussent en arrière. J'ai même entendu hier que Jerome Bettis, que moi personnellement, j'avais l'impression que Jerome Bettis Jr. était plus un numéro qu'un joueur qui allait contribuer, mais qui a réussi une passe et surpris par sa vitesse hier lors du camp. On a le fils de Plaxico Burress également qui sera là, qui vont pousser en arrière. On devra laisser de la place à ces jeunes joueurs-là pour les mettre sur le terrain. Mais concentrons-nous sur les deux premières parties. Les 4 noms qu'on a nommés seront mis à contribution. Puis n'oublions pas qu'on aura probablement l'occasion aussi des schémas où est-ce qu'on va jouer avec 2 tight ends, des schémas qu'on va peut-être jouer également avec 2 running backs qui vont peut-être faire en sorte qu'on va jouer avec seulement 2 wide receivers aussi. Dans l'exécution, il y aura des stratégies qui vont s'ajuster selon les défenses qui seront présentées de l'autre côté. Mais clairement, on a un top 4, mais c'est une chambre qui est nettement améliorée si on compare à la saison dernière. Et Riley Leonard est un excellent quarterback, là, mais revenons aux 5-6 premiers matchs de la saison. C'était difficile le jeu aérien de Notre-Dame. Puis des fois, c'était le quarterback qui ne trouvait pas les options. Des fois, c'était les wide receivers qui ne parvenaient pas à se démarquer. C'est une combinaison de tout. Mais je pense que cette année, on risque d'être surpris. Notre performance dans le jeu aérien sera supérieure à la saison dernière. Ouais, ça va être intéressant à suivre parce que on va forcément, avec tous ces joueurs et la qualité qu'on a, notamment au poste de quarterback et à la passe, voir une attaque de Notre-Dame complètement différente de ce qu'on a vu l'année dernière. Et ça va être un des points intéressants à suivre, ces wide receivers, et savoir s'ils vont être capables de performer et de se montrer, et en espérant qu'on ne vive pas les mêmes galères que lors du début de saison dernière. On peut peut-être passer à la défense si ça te va. Ben, la défense, vous allez voir, ça va être plus rapide parce qu'il n'y a qu'une seule véritable bataille, c'est pour le poste de safety, puisque je donne un exemple, même si je vous parlais des D-tackles qui sont à reconstruire, ça va être une rotation. Ça va être 4 joueurs en rotation qui vont jouer. Et on a vu la saison dernière, rappelez-vous, d'R.J. Aubin était le edge qui avait le plus de titularisation. Mais finalement, en bout de ligne, c'est Bryce Young qui a joué le plus de jeux durant la saison. Alors, lui qui débute versus lui qui joue, ça a plus ou moins d'importance rendu là, mais retenons au niveau des tackles, ben, que ce soit Rubio, que ce soit, on peut vous les nommer, que ce soit Heinisch, que ce soit Jason O'Neill, Dawson aussi. Oui, Jake Dawson également, à date, qui a été très impressionnant. Il y aura une rotation. Fait que puis je peux même pas vous dire aujourd'hui s'il y en a un qui va être plus le nose guard que le defensive tackle. Ça va jouer. Sachez que Rubio est là. Est-ce que Rubio est capable de jouer le même nombre de répétitions qu'un Riley Mills? J'ai des doutes. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va être beaucoup plus équilibré. Il y a une bataille, mais il n'y a pas vraiment de bataille parce que c'est ce qu'on va voir au début de saison risque d'être différent de ce qu'on verra au milieu de la saison et ça va changer selon l'adversaire tout simplement qu'on va affronter. Pour les Edge, par exemple, ben là, ça peut être intéressant, mais encore là, Burnham, on les connaît déjà aussi. Le Bryce Young, on pense que ça pourrait être le moment magique peut-être où il pourrait connaître une deuxième saison extraordinaire. Mais je pense encore qu'on va être prudent parce qu'on sait que la saison peut être très, très longue. Alors, des juniors, Chuamalaka, j'ai toujours de la difficulté à prononcer ce nom-là, il y a trop de consonnes et de voyelles. Et on parle de Boubacar Traoré qui est de retour également, qui d'une blessure, n'est pas nécessairement 100% pour le début du camp, mais on pense qu'il sera capable de jouer le début de la saison. Alors, ça aussi au niveau des edges, je pense, dans le passé, on aurait parlé peut-être d'un Christopher Burgess comme freshman, mais je ne veux même pas qu'on en parle. Je ne crois pas qu'on va le voir. Peut-être un Logan Thomas qui pourrait se greffer dans des duels un petit peu plus lorsque la partie est avancée et on sait qu'on va gagner, mais j'ai l'impression que les jeux sont faits peut-être pour la ligne défensive. Il n'y aura pas nécessairement de bataille. Je ne sais pas si tu vois quelque chose de ce côté-là. Moi, ce que je vois principalement, c'est qu'on a 22 joueurs de ligne défensive
et ce qui représente un nombre énorme. Je pense qu'en termes de profondeur, c'est peut-être une des escouades avec le plus de profondeur cette année dans l'effectif et de joueurs capables de voir du terrain. Après, effectivement, on n'aura peut-être pas l'équivalent d'un Riley Mills, mais en fait, avec le nombre de joueurs et la qualité que tous les joueurs ont et ce qu'ils vont être capables d'apporter sur le terrain, on peut finalement réussir à combler le départ de notre capitaine et je pense qu'on va continuer à avoir une ligne défensive très impressionnante et qu'avec en fait les rotations de joueurs qu'on va être capable de faire et cette capacité de toujours avoir des joueurs frais et explosifs sur le terrain, on va continuer à pouvoir amener énormément de pression sur le quarterback adverse. Donc finalement, ouais, il n'y a pas vraiment besoin de s'arrêter sur qui va être titulaire, qui ne le sera pas, parce que en fait, ça va être 8 voire 10 joueurs qui vont voir le terrain au moins par match, si ce n'est plus. Et même en cas de blessure, on aura largement de quoi compenser. Là où il y a peut-être un petit peu moins de profondeur que les autres années en défense, c'est du côté des linebackers où on a quand même perdu donc Jack Kaiser qui était capitaine et qui est recordman de joueurs du nombre de matchs joués pour un joueur à Notre-Dame. Et du coup, cette année, ce qui se dessine, c'est donc Drake Bowen qui lui est très clairement annoncé comme un titulaire indiscutable. Et ensuite, avec lui, à voir si Jalen Sneed va être capable de confirmer ce qu'on attend de lui. On a aussi l'année dernière beaucoup vu KVA, Kingston, Vilia Mouassa et Jalen Asbury qui étaient des freshmen et qui sont des sophomores cette année. On les a vus beaucoup jouer, notamment en playoff et avoir de l'impact. Donc c'est aussi des joueurs qu'on va voir, mais ça fait une rotation de 4-5 joueurs. Est-ce que des freshmen vont être capables de, comme l'ont fait KVA et Jalen Asbury, de voir le terrain Absolument. Enfin, ouais, ça va être une des clés, je pense, pour assurer aussi justement la rotation et en cas de blessure, pouvoir continuer à garder de la profondeur sur ce poste-là. Et moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un comité de linebacker aussi fort que celui-là à Notre-Dame. Oui, tu disais qu'on en a moins, mais il faut penser aussi que Notre-Dame a changé un petit peu son jeu avec la présence du nickelback qui est plus présent que le rover. Et je sais qu'on a en tête de jouer des fois une défense qui est du fameux 3-3-5 avec 3 linebackers, 3 joueurs sur la ligne et avec les 5 joueurs dans la ligne secondaire. On a en tête de jouer, c'est un peu comme Cincinnati. Freeman jouait ce genre de défensive-là, Cincinnati également. Lorsque tu es capable de faire de la pression à 3 et le linebacker vient faire de la pression également. Tu as parlé de Drake Bowen, Jalen Sneed. Kingston qui a perdu beaucoup de poids. Je dis beaucoup de poids, calmons-nous, il n'a pas perdu 50 livres, mais c'est de la musculation, une dizaine de livres. Il a gagné en vitesse quand même. Tu as dit le facteur X peut-être de cette défense-là, c'est Maiden Faremo, un linebacker très puissant de la Californie. Il a déjà, écoutez, c'est un freshman, il a la taille d'un junior, le poids d'un junior. Il est tout feu, tout flamme au camp depuis le début. Il est spectaculaire. Il sera très, très, très difficile de le laisser à l'extérieur du terrain. Alors, il y a cette présence-là qui se joint en arrière. Alors, comme on dit, dans le passé, on jouait avec 3 linebackers. Là, c'est beaucoup plus 2,5 parce que le rover devrait diminuer même dans les années à venir avec les safeties que l'on a recrutés. On a des safeties qui ont la taille de linebacker. Alors là, lorsque vous avez ça dans votre alignement, c'est moins une nécessité. Tu as parlé de Drake Bowen, qui est quand même vu pour un joueur potentiel d'être un All-American quand même, alors risque d'être un joueur élite. Jalen Sneed, oui, ça pourrait être son année. Il a quand même très, très, très bien fait, Jalen Sneed, la saison dernière, quand vous regardez sa contribution. On ne l'a pas vu, mais c'est quand même un joueur. Rappelons-nous qu'on jouait par comité, là, de 3,5 plaqués pour des pertes, 2 sacs et demi également durant la saison. Alors, c'est des joueurs qui ont contribué beaucoup. Alors, les linebackers,
Il y a Osbury, tu sais qu'on voit le potentiel, mais Osbury est plus petit que les autres. Lui, il est beaucoup plus dans un rôle de rover pour suivre un petit peu un tie-in, peut-être en couverture ou quelque chose comme ça. Je le vois moins, peut-être comme un linebacker physique, comme un Will ou un Mike, peut-être qui pourrait aller frapper directement le quarterback. Alors non, mais avec Kingston qui est là, je pense que les linebackers, on n'a aucun souci de ce côté-là. Et tout ce beau travail-là, quand même, ce que ça nous permet, mais ça permet à notre ligne secondaire, quand même, qui sont nos safety et nos cornerbacks, de bien performer. Parce que dites-vous que par le passé, nos safety étaient aussi bons que notre D-line. C'est-à-dire, plus que la D-line fait de la pression, moins le quarterback adverse a le temps de voir ses options et ça permettait à des Xavier Watt de faire des interceptions des fois. Vous savez, on regardait certains duels, puis je reviens au jeu de Penn State, lorsque la fameuse interception à la fin de Christian Gray pour clore Ouais. la partie. Ben, il y a une raison pourquoi que la passe est allée là. C'est la vitesse de la pression Ouais. de la ligne défensive qui force le quarterback à précipiter son geste. Rappelons-nous la partie contre Georgia également, où est-ce qu'il y avait beaucoup de pression. Et là, j'ai l'impression que cette année, on aura peut-être le fait inverse, c'est-à-dire qu'on va donner une petite pause à notre ligne défensive parce que notre ligne secondaire sera tellement forte que le quarterback n'aura pas d'option il ne trouvera pas nécessairement ses receveurs, alors ça va donner le temps à nos linebackers et à nos edge peut-être de faire de la pression pour aller chercher le sac. Alors, ça sera une défensive élite encore, une défensive qui sera classée dans le top 10, mais les secondaires, on peut les nommer parce que la seule autre bataille, à part le poste de quarterback, c'est le poste de deuxième safety, lui qu'on appelle le field safety, le safety du côté large du terrain. Bon, avant que le camp débute, il y a des candidats. Il y a Gene Strowman, ancien bonhomme quand même, qui est un transfert de Virginia Tech, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est de Virginia Tech Strowman. Je mêle toujours Ouais. Field, c'est de Virginia, qui était pressenti pour être le titulaire, mais ce qu'on n'avait pas prévu au camp, c'était la forme remarquable et je crois la forme physique de Bronte Johnson qui est arrivé tout feu tout flamme avec une attitude de titulaire, alors qu'il a été quand même Ouais. dominant dans les premières séquences. Et Jaden Blair a très bien fait. Et on a Luke Tylich. Alors, il y a une bataille quand même à 4 joueurs pour cette position-là. Et elle n'est pas gagnée, cette bataille. Il y aura je ne crois pas qu'on va avoir un Xavier Watt numéro 2 cette année. J'ai l'impression qu'on va peut-être beaucoup plus départager les snaps, mais ça va nous permettre au moins 2 de ces 4 joueurs-là qu'on devrait voir un petit peu plus souvent. Et lui, dites-vous là-dessus, il y en a un qui sera probablement le substitut d'Aiden Schuler aussi. Dans le cas d'Aiden Schuler, le défi, c'est que Gene Strowman est un safety qui a un style très similaire à Aiden Schuler. Alors, probablement que sa place serait plus du côté court du terrain. Et là, on lui demande de couvrir un peu plus large. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous de voir la performance de Bronte Johnson qui se débarque dans ce début de camp-là. Ce serait plus logique de garder plus un Stromae comme substitut à Schuler. Mais ce sera à suivre. Ouais, comme tu le disais, c'est très intéressant parce qu'on a finalement une grande profondeur et pas mal de joueurs avec des profils différents, mais capables, qui ont en tout cas sur ce début de camp montré vraiment un certain niveau et une volonté à avoir du terrain et à avoir du temps de jeu cette saison. Tu as parlé des full safety. On a aussi dans les joueurs que je considérais en début de hype, Dallas Golden Ben oui. qu'on a vu très bien jouer sur le début de camp. On a également Thomas et Zachary qu'on a aussi vu avec la Varsity Team, donc l'équipe numéro 1 d'entraînement. Donc c'est quelque chose qui est assez rare pour ces 3 freshmen-là et pour des freshmen d'être dès le premier jour de camp dans la Varsity Team. Mais donc c'est aussi un signe que les freshmen vont pouvoir jouer dès le début de saison et avoir du temps de jeu tout au cours de la saison. Mais ça s'inscrit aussi dans la continuité de ce que Notre-Dame a fait sur les dernières saisons. On se souvient que Benjamin Morrison a explosé dans son année freshman. Leonard Moore, l'année dernière, c'est l'exemple parfait aussi au poste de cornerback qui était freshman et qui maintenant est considéré dans le top 3 ou top 5 des meilleurs cornerbacks de college football. Donc, à nouveau, il y a des joueurs sur lesquels on a des certitudes qui reviennent et qui seront à nouveau là, mais on a aussi
une quantité de joueurs freshman avec un énorme potentiel et qui sur ce début de camp montrent déjà d'excellentes choses. Donc la secondary va être encore meilleure probablement que l'année dernière, même malgré le départ de Xavier Watts, qui était défenseur de l'année en titre l'année dernière et qui aurait même pu avoir un back-to-back. Absolument. Et lorsque tu parles de la jeunesse et du talent, la saison dernière, on se posait la question pourquoi Jaden McKee, après quoi, 3 ou 4 parties, a annoncé ah, je transfère, je quitte. Il était pourtant le cornerback numéro 3. Puis on se posait la question, mais écoute, avec les risques de blessure, et après ça, on a vu la blessure qui a suivi de Morrison, ben, on avait sous-estimé la performance dans les pratiques de Leonard Moore qui dominait, tout simplement. Et il y a une réalité des fois que vous savez, c'est des batailles au camp d'entraînement. Votre principal rival, c'est le joueur qui est contre vous, qui veut gagner cette position-là. Et il arrive des fois dans le camp qu'on réalise qu'on n'a pas le niveau de l'autre joueur. Et tu parlais de Dallas Golden. C'est un joueur qui sera très, très, très difficile à garder à l'extérieur du terrain. Présentement, a pris des répétitions également pour retourner des bottées. On le voit là. Oui. Là, présentement, on l'identifie comme un cornerback. Pour vous mettre en contexte, la saison dernière, c'est un joueur qui a joué des 2 côtés du terrain. Il a pris des snaps au poste de safety, cornerback, running back, wide receiver, et il était le Wildcat quarterback également de son équipe. Ça commence. C'est un gars qui veut le ballon. Il peut tout faire. C'est un gars qui veut le ballon. Mettez-le sur le terrain. Absolument. Puis un gars de l'État de la Floride, un État qui est très, très fort dans le développement de joueurs de football. Il était classé comme le 17e meilleur joueur en Floride. Ça va être un joueur qui va être difficile à garder, comme je vous disais, à l'extérieur du terrain. Alors, c'est pratiquement lui qui va décider. Là, on l'a vu, c'est ce qui était surprenant quand même dans les pratiques parce qu'on a utilisé les freshmen dans la 2e unité, parce qu'on a utilisé également Zachary aussi, et c'est l'autre, c'est Thomas aussi, je pense qu'on a Cray Thomas également qui a été utilisé. Cray Thomas, ouais. Et on a joué beaucoup plus avec eux. Alors, ça envoie un drôle de message. Est-ce que c'est qu'ils sont dominants ou c'est les autres cornerbacks qui tirent un petit peu de la patte? Ce sera ça qui sera à surveiller. Mais pour les prochaines années, avec le recrutement que Notre-Dame a fait, là, on parle de la saison de ceux qui vont s'engager l'hiver prochain, que ce soit les Joey O'Brien et compagnie. C'est vraiment là, c'est quand une équipe se met à gagner comme Notre-Dame, ça dérange un petit peu. Et également, lorsque des positions qu'on envoie comme choix de 1er ou 2e tour de la NFL, bien, soudainement, ça devient intéressant pour des recrues élites de se joindre au programme. Et Notre-Dame récolte le succès un petit peu des efforts qu'ils ont déployés dans les dernières saisons. C'est des très, très bonnes nouvelles. On peut se parler des unités spéciales peut-être aussi rapidement. On était très excités. Puis je vais commencer par ça, Léo, puis j'ai hâte de voir ton point de vue. On était très excités par différentes positions puis de batailles au camp d'entraînement. Je crois que c'est la position que je suis le moins excité. Et ce qu'on me dit du camp jusqu'à présent, c'est la position où est-ce qu'on n'a pas rien vu de spectaculaire. C'est les unités spéciales. Alors, qu'est-ce que tu notes de ce côté-là? Complètement. Donc pour les unités spéciales, donc au poste de kicker, on a eu donc Noah Brunette qui était prévu comme numéro 1 à ce poste-là, mais qui a eu des résultats assez mitigés. Il en a réussi la plupart, mais c'était très souvent à la limite. Enfin, c'était même compliqué des fois pour les médias de savoir si le field goal était bon ou pas, tellement à chaque fois c'était à la limite du poteau. Et donc, une petite interrogation là-dessus, en sachant qu'on a le walk-on Marcelo Diomed qui, lui, semble pour le coup avoir la plus grosse jambe et le plus de potentiel. Donc, c'est une première interrogation un peu sur le kicker. La vraie inquiétude, si je peux me permettre, finalement, à Notre-Dame, c'est sur le poste de punter. J'ai lu des choses, j'ai lu ce qu'a fait James Randle en termes de punt. C'était assez terrifiant. Il a tapé un panneau de lumière. Il a failli tuer trois journalistes différents. et ça a même posé des problèmes. Justement, on n'a pas pu voir grand-chose sur punt returner. Jaden Greathouse, Aneyas Williams et Dallas Golden, qui étaient alignés à ces postes-là, n'ont pas vraiment eu d'occasion de remonter des ballons et de voir ce qui va aller à ces postes-là. Donc, finalement, le poste de punter, pour le moment, est vraiment
un point d'interrogation en espérant qu'on ait à moins punter, à faire le moins de punt possible pendant la saison. Mais voilà, c'est quand même pas rassurant sur ce point-là. Écoute, j'ai même entendu que là, on fait des tests parce que vous savez qu'on a quand même recruté un kicker intéressant qui est Eric Schmidt, qui était le meilleur kicker disponible. Ça pourrait être lui qui pourrait être titulaire cette année. Et on pourrait assister à une première. Écoutez, il faudrait remonter, si je ne me trompe pas, à 2005, depuis DJ Fitzpatrick, où est-ce que le punter et le kicker pourraient être la même personne. C'est-à-dire ce freshman-là qui est Eric Schmidt, à quel point est-ce que ça va mal ou Eric Schmidt va bien? Eric Schmidt, on croit son potentiel quand même pour les field goals. Il était quand même aussi un punter aussi au niveau high school, mais on en a se questionner dans les essais qu'on fait présentement au camp. À quel point. Alors, je partage ton inquiétude un peu, Léo. Ouais. On va espérer d'avancer assez le ballon jusqu'à la ligne de 50 lorsqu'on dégage pour ne pas être trop dans le pétrin. Exactement. Je pense qu'on a fait une bonne revue de tout ce qui s'est passé, que ce soit en attaque ou en défense, et rapidement sur les special teams pendant ce début de camp. On repassera rapidement en revue lors du dernier épisode avant le début de la saison avec les dernières informations. Je nous propose d'enchaîner sur les différentes actualités qui ont eu lieu autour de Notre-Dame pendant ce mois de juillet. Par quoi est-ce que tu souhaitais commencer peut-être? Allons-y peut-être mise à jour de Rivals, parce qu'on a parlé de Charles Jagassa et de sa blessure tout à l'heure. Ça a été quand même l'élément fort du dernier mois. Rivals a remis à jour là, on parle du recrutement 2027 et ça aussi, c'est une première. On a 6 joueurs qui se sont engagés pour Notre-Dame, qui sont classés dans le top 100. On parle de Rodney Dunham, un edge, même qui a vu sa position monter de 7e à 6e meilleur joueur au pays. On parle du tackle, Grayson de McCuff, qui a fait un bond spectaculaire de 181 à 13. Edge, c'est même plus dans le top 100, c'est dans le top 50 maintenant. C'est dans le top 50. Ah, c'est même dans le top 50. C'est 6 dans le top 50. Tu amènes un bon point. Et évidemment, Ben Exer et Widadi, qui est un autre edge de l'autre côté, qui passe de la position 28 à 20. Premier, qui est le tie-in, qui s'est engagé cet été également, qui est le meilleur tie-in disponible, qui est classé en position 26. Kerry Adams, cornerback, on vous a parlé tantôt de cette secondaire un peu, qui est le 30e meilleur joueur au pays. Et Joey O'Brien, qui est un athlète, mais qui est un safety. À la base, c'est là qu'on devrait le retrouver, un format géant, 6 pieds 5, qui a bondi de 99 à 47. Alors, avoir 6 joueurs dans le top 50. C'est particulier, Léo, parce qu'on se le disait les années passées, traditionnellement, des joueurs qui s'engageaient tôt pour Notre-Dame avaient tendance à chuter et non pas grimper dans les rankings. Là, ce n'est pas une malédiction, c'est pas ça, mais vous comprenez que ces rankings-là, ces classements-là sont faits un peu comme la bourse, c'est que la valeur d'un prospect augmente lorsque plusieurs équipes qui sont intéressées. Lorsque le joueur s'est engagé et a dit non, arrêtez de m'appeler, mon choix est fait, mais généralement, tu sais, à moins qu'on soit bien positionné, puis il y a un petit peu de politique là-dedans. Je sais qu'Augustin, que je salue, j'ai tendance à l'agacer un petit peu avec ça. C'est effectivement, il y a des sites aussi qui ont tendance à organiser des camps durant l'été. Et si certains joueurs ne se sont pas présentés au camp du site en question, ben, les joueurs perdent des points. Alors, vous voyez des fois des joueurs qui dégringolent sans même disputer un seul match. Il y a de la politique là-dessus. Et je pense que ce qu'il faut regarder le plus lorsqu'on évalue ces prospects-là, puis on ne fera pas une longue histoire avec ça, il faut juste regarder quelle école a offert des bourses d'études aux joueurs. Ça va vous donner une idée. C'est-à-dire que lorsque Notre-Dame gagne une bataille et vous avez battu Pitt, vous avez battu Duke, vous avez battu Vanderbilt ou je ne sais pas, Missouri, ben ce n'est pas la même chose lorsque vous gagnez des batailles contre Penn State, Alabama, Florida, Georgia. Lorsque vous gagnez ces batailles-là contre les gros clubs, là, vous vous dites ces joueurs-là, c'est des joueurs élites. Là. Et c'est un petit peu ce qui est survenu là, dans ces 6 joueurs-là. Complètement. Et c'est une très bonne nouvelle et un très bon signe pour la classe de recrutement 2026 qui
qui en est encore qu'à son début. Enfin, elle va continuer pendant toute cette fin d'année 2025. Dans les autres actualités récentes, Notre-Dame a annoncé qu'ils affronteront Wake Forest lors du Duke's Mayo Classic 2027. Donc c'est un match qui aura lieu au Bank of America Stadium à Charlotte en Caroline du Nord, le stade des Carolina Panthers. Ce match aura lieu le samedi 9 octobre 2027. C'est un match qui aurait dû être joué en 2020, qui avait malheureusement été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. C'est une bonne nouvelle. Alors, Wake Forest, ouais. Vas-y. Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a vu dans le passé, j'enlève rien à ces duels-là, mais quand Notre-Dame va jouer à Duke ou va jouer dans des stades de 30 000 spectateurs, oui, il y a de l'ambiance à Wake Forest, je comprends, mais c'est des tout petits stades. Je préfère des fois qu'on aille jouer dans des stades, on offre l'opportunité à plus de spectateurs de jouer. Puis vous savez que Notre-Dame recrute beaucoup dans les Carolines. Il y a beaucoup de joueurs de high school qui vont être intéressés à venir voir ces matchs-là. Alors, j'apprécie qu'on joue dans un stade un petit peu plus gros. Je sais qu'il y a quelques années, notamment, Notre-Dame avait joué à Syracuse dans le Carrier Dome. Je préférais les matchs à New York. Je sais qu'il y a de l'ambiance au Carrier Dome, mais c'est des plus petits stades. Ça semble moins... le Yankee Stadium, ça passe, là, parce que c'est magique. C'est un stade qui a quand même un aura, mais lorsqu'on va jouer dans des tout petits stades de 30-35 000, même des fois, je me pose la question, Boston College, si on ne devrait pas aller jouer le match au stade des Patriots à Nouvelle-Angleterre, ça serait peut-être plus intéressant aussi en termes de bassin de foule, malgré que c'est un stade de 40 000. Là, mais ces petits stades-là, c'est une bonne nouvelle. Ça, je vous dirais quand même que Wake Forest est joué dans le stade c'est le stade des Panthers, de la Caroline, pour vous situer. Tout à fait. Donc, un nouveau match pour Notre-Dame dans un stade NFL. Notre-Dame affiche un bilan de 6 victoires et 0 défaites face à Wake Forest. On en parlera en temps voulu, mais voilà, c'est à nouveau une affiche sympa, et c'est toujours bien, comme tu l'as dit, de jouer dans des grands stades et dans des États où Notre-Dame recrute assez souvent. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, ou est-ce qu'on passe aux perles du Media Day de la Big Ten et du SEC, sur lequel tu as pas mal de choses à dire? Oui, bien effectivement. Vous savez que les Media Days, c'est les conférences de presse où est-ce qu'on va lancer la saison d'automne, et on donne la parole aux entraîneurs, que ce soit ESPN, que ce soit Fox. Et là, on pose les vraies questions existentielles. On demande aux entraîneurs-chefs de puissantes équipes de régler la situation du college football, les fameuses questions sur les playoffs qui reviennent. À quoi devraient ressembler les playoffs, puis à quel point c'est difficile de jouer dans une conférence. J'ai gardé quelques perles parce que James Franklin, rappelons-nous, James Franklin qui s'est fait battre par Marcus Freeman. Et quand je dis battre, je ne veux même pas parler que Notre-Dame a battu Penn State. Il s'est fait out-coaché par Marcus Freeman lors du duel Notre-Dame-Penn State en deuxième demi. On lui a posé la question un petit peu parce qu'on sait que... Je vous donne un exemple. Penn State, c'est pas nouveau là, que Penn State fait ça, mais Penn State n'arrête pas de se plaindre à quel point c'est difficile de jouer 9 matchs dans la conférence du Big Ten, et à quel point c'est un défi extraordinaire. Et le défi est tellement lourd que cette année, lorsqu'on regarde les matchs qu'ils jouent à l'extérieur de la conférence, Penn State, cette année, ont choisi d'affronter Nevada, Florida International et Villanova. Villanova, pour vous situer, on les connaît à cause du basket. C'est une toute petite université de deuxième division. Alors, on décide déjà qu'on commence avec des pique-niques ou des parties faciles dans les 3 premiers matchs de l'année, et on n'arrête pas de vanter qu'on joue 9 matchs. Et Franklin trouve que c'est injuste que Notre-Dame ne soit pas, que pour participer aux playoffs, une équipe devrait forcément avoir un calendrier similaire, c'est-à-dire jouer 9 matchs de conférence, et devrait forcément être dans une conférence. Alors, on a envoyé une petite pointe à Notre-Dame. Je mets dans le contexte. Notre-Dame joue 10 matchs contre des clubs de la Power 4. Penn State en joue 9. Et j'ai été des fois très, très cruel avec la SEC, mais ce que je veux saluer du SEC cette année, et même la saison dernière, ils l'ont fait, leur calendrier est très difficile, et ils se permettent même de jouer un match de Power 4 à l'extérieur. Alors, chapeau, et même les équipes
les grandes équipes ont cessé ont commencé, pardon, à jouer à des équipes de Power Four dans des grosses conférences à domicile et à l'extérieur, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Alabama affrontait une grosse équipe, mais à Atlanta, pour être certain que le public d'Alabama puisse aller assister à la partie, maintenant, ils se déplacent. Ils vont jouer des matchs à l'extérieur. Georgia fait la même chose. Alors, Texas le fait aussi. Penn State, comme je vous dis, on n'arrête pas de vanter que le Big Ten est une grosse conférence. Et vous regardez leur calendrier, oui, ils ont Oregon à affronter cette année. Ils ont Ohio State à affronter. Mais mis à part ça, UCLA, Northwestern, Indiana, Michigan State, Nebraska, Rutgers et Iowa. Le but, je veux pas. Ben, non seulement c'est tranquille, mais Georgia Tech n'est pas moins fort que Nebraska, Michigan State et même Indiana ont eu une belle saison l'année passée, mais Indiana ont même annulé des duels contre des équipes de Power Four dans les années à venir pour affronter des équipes plus faibles. Alors, on se plaint qu'on a un calendrier lourd et difficile. On voudrait que Notre-Dame joue dans une conférence, mais quand dans le fond, on se fait des calendriers plus faciles. Et ce que ça m'envoie comme message pour Penn State, que si Penn State a 2 défaites cette année, je m'excuse, mais ils ne font pas les playoffs. Je vais privilégier une équipe de la SEC avec 3 défaites en avant d'un Penn State qui a un calendrier comme celui-là. Alors, ça sera surveillé. Alors, ça, c'est une des perles qu'on a eues cette année. Lincoln Riley. Lincoln Riley avait fait la même chose à Oklahoma, d'affaiblir le calendrier à l'époque aussi pour rendre ça le plus facile. Alors, ce qu'il a dit que jouer contre les Fighting Irish était une des raisons pour lesquelles il avait accepté le poste d'étrangent, mais ça dépend de l'avenir des playoffs de football et de leur éventuelle expansion. USC, encore une fois, si vous vous amusez à regarder le calendrier de USC cette année, c'est pas un match à l'extérieur de la conférence qui va changer le tout. Là. Vous regardez USC, on commence la saison, Missouri State, Georgia Southern, on va à Purdue, pas trop compliqué, Michigan State, pas trop compliqué. Illinois, oui, c'est une équipe bien coachée, mais c'est pas une équipe dominante. Michigan, oui, je suis d'accord. Notre Dame, Nebraska, une équipe correcte. Northwestern, c'est faible. Iowa, c'est correct, mais c'est pas une puissance. Oregon, UCLA. Alors, de là à dire que c'est des calendriers si compliqués que ça, on s'entend que chacune de ces équipes-là est déjà assurée de gagner 7 à 8 matchs dans sa saison. Alors, de là, de dire qu'on va annuler le match contre Notre-Dame dans les saisons à venir parce qu'on ne veut plus affronter Notre-Dame, on préfère affronter des plus petites équipes parce qu'on joue 9 matchs contre le Big Ten. Vous savez, Notre-Dame fait de la jalousie parce que Notre-Dame a recommencé à gagner. Et plus ça va aller, si Notre-Dame continue cette voie-là, ben, c'est malheureux, mais on va entendre de plus en plus d'absurdités comme celle-là, des gens qui... Puis, honnêtement, Léo, je te pose la question, tu es un joueur dans une équipe de football, est un entraîneur-chef qui le dit ouvertement qu'il veut affaiblir le calendrier, qui se plaint du calendrier. Est-ce que tu préfères suivre un coach qui va affronter les grosses équipes ou tu préfères suivre un coach qui cherche des moyens de fuir les gros duels? C'est une poule mouillée, là. En as-tu besoin de ça comme coach? Clairement, je pense que les joueurs ont envie d'affronter les meilleures équipes pour pouvoir montrer le maximum de choses qu'ils sont capables de faire. Et enfin, c'est aussi, on connaît l'esprit de compétition qu'il y a au foot américain et tous ces joueurs-là ont envie d'être les meilleurs et d'affronter les meilleurs. Et je pense que finalement, c'est des discussions et des déclarations que font les coachs parce que, comme tu l'as dit, Notre-Dame recommence à gagner et Notre-Dame va mieux. Enfin, ça fait 30 ans que Notre-Dame n'allait pas aussi bien qu'actuellement. Donc, lorsque Notre-Dame était plus en difficulté, la question ne se posait pas et ça ne les dérangeait pas. Et maintenant, il y a ces discussions autour du fait que Notre-Dame devrait jouer dans une conférence qui revienne. La rivalité avec USC et via la Big Ten pousse pour un nouveau système d'attribution des places pour les playoffs. Et Lincoln Riley, du coup, déclarait il accepterait de continuer la rivalité avec Notre-Dame si justement ce nouveau système d'attribution de places de playoff était mis en place. Mais pour rappel, Pete Beveka, notre athletic director, lui a complètement rejeté cette idée-là. Donc, je pense, aussi un point important à mentionner dans le prochain podcast, ce qui se passe actuellement entre la rivalité de USC et de Notre-Dame et le risque que cette série potentiellement s'arrête dans les années qui arrivent. Mais voilà,
si Notre-Dame, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, si on parle de tout ça, c'est parce que Notre-Dame va bien et Oui, que ça inquiète les autres universités et que c'est juste dommage finalement que maintenant elle se défile alors que c'est toujours pour toutes les universités des matchs de gala et des matchs d'honneur d'affronter Notre-Dame. effectivement. Puis, tu sais, rappelons-nous, Penn State était indépendant. Et il y a une certaine époque, il y avait 25 équipes indépendantes et Penn State pouvait fabriquer son calendrier. Et quand vous regardez dans l'histoire, écoutez, Penn State pouvait créer un calendrier où on affrontait West Virginia, qui était une rivalité naturelle à proximité. On affrontait Pitt à chaque année. On affrontait les gros joueurs et même Notre-Dame à cette époque affrontait les Miami, les Florida State aussi. Euh, donc, de voir un petit peu se plaindre un peu, puis on sait pourquoi Penn State a choisi Big Ten comme conférence. C'est une question d'argent. Puis c'est un petit peu ça que je vais fermer la boucle que je trouve dommage. C'est que ces équipes-là ont choisi l'argent pour avoir un contrat de télévision. Donc, ils ont accepté de se joindre. Puis c'est la même chose pour la SEC. Là. On choisit d'aller dans la SEC pour l'argent et les contrats de télé, d'aller dans le Big Ten. Et après ça, on se plaint que la conférence est trop difficile à jouer. Un instant. Puis là, comme je vous disais, dans le Big Ten, là, oui, il y a des très bonnes équipes. Là. Puis j'ai beaucoup de respect. Puis ce que j'ai dit pour le Big Ten, tantôt, je vous ai parlé des équipes du bas. Ohio State n'aura jamais peur. Ohio State affronte Texas cette année. Chapeau. Là, puis Michigan n'a pas peur également d'affronter de grosses équipes. On l'a déjà vu dans le passé. C'est de se plaindre par en bas. Lorsque tu as confiance en ton équipe, tu veux battre les grosses équipes et envoyer un message clair. Puis c'est ce qui va faire la différence lorsqu'on pourra choisir le classement des séries éliminatoires. La dernière citation, un clin d'œil de Brian Kelly. Brian Kelly, un humoriste. Un humoriste, Brian Kelly, parce que vous savez, le premier match de l'année, nous aurons la bataille des Tigers. Tigers de LSU contre les Tigers de Clemson. La Et Death Valley Rivalry. oui, Brian Kelly qui s'en va nommer le stade de Clemson le Death Valley Junior. Il a également mentionné que les joueurs de LSU avaient des impressions de la patte de Clemson dans leur sac de musculation et un 1-0 sur les écrans de leurs installations pour souligner l'importance de commencer à 1-0. Tu sais, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu sais, dans un duel, c'est comme manquer de respect envers Clemson. Quand je dis manquer de respect, oui et non, c'est qu'il vient peut-être d'allumer une équipe qui va vouloir détruire l'autre équipe par des commentaires comme celui-là. Tu te présentes à Clemson, qui est un stade explosif, le stade des Tigers. L'ambiance va être extraordinaire. Et là, tu as une équipe qui va peser sur la pédale de la première minute jusqu'à la 60e minute. Et là, et ce qui me fait rire, je sais que c'était pas pour mal faire. Tu sais, Brian Kelly, des fois, essaie de faire de l'humour pour démontrer que c'est un entraîneur sympathique. Mais tu affrontes Clemson et regardez Kelly dans les dernières saisons, le premier match de l'année, défaite la saison dernière à Las Vegas contre USC 27-20. Défaite contre Florida State 45-24 en 2023. Défaite contre Florida State 24-23 en 2022. Et vous regardez aussi UCLA 38-27 en 2021. UCLA perd généralement son premier match contre une équipe d'une autre conférence. Tu n'es pas en position de faire de l'humour et de ridiculiser l'adversaire, surtout que Clemson est une équipe qui est quand même bien classée. Fait que Brian Kelly, ce qu'on s'en ennuie, c'est quand même, il a fait des bonnes choses pour Notre-Dame parce que des fois, je lis sur les médias sociaux des gens qui sont peut-être sévères à son endroit que Brian Kelly a détruit. Non, non, il n'a pas détruit. Il a replacé le programme de Notre-Dame. Ça allait très mal après Charlie Weiss. Il a embauché quand même Marcus Freeman. Il a fait des bonnes choses. Il a embauché des bons coachs. Mm-hmm. Mais quand même, un entraîneur comme ça, je pense qu'il aurait juste besoin d'être coaché ou avoir une firme de relations publiques autour de lui pour le guider. Qu'est-ce que tu dois dire ou qu'est-ce que tu ne dois pas dire? Juste sa fameuse danse avec des recrues il y a 2 ans qu'on avait vu avec des joueurs. C'était ridicule. pour que le mec flippe au final et parte dans une autre université. C'est devenu un mème. Non, mais c'est du grand Brian Kelly. Et franchement, cette équipe de LSU, elle est, je trouve, presque surévaluée enfin, en tout cas, avant le début de la saison, là, et de faire des déclarations comme ça avant un déplacement à Clemson en première semaine. Enfin, honnêtement, je sais pas si c'est un manque de confiance et qu'il essaie de provoquer une réaction, mais en tout cas, enfin, moi, ça me donne encore moins confiance en LSU et dans leur capacité d'aller faire un résultat à Clemson.
en première semaine. Absolument. Donc, LSU va avoir une bonne équipe. Là. LSU va terminer sa saison dans le top 25, mais je suis d'accord avec toi que on a tendance des fois, puis c'est les fameux transferts. Oui, il faut regarder les équipes qui ont eu du succès avec des transferts. Le noyau de l'équipe est pratiquement intact et on greffe certaines pièces. Et là, ce qu'on se rend compte des fois, il y a certaines équipes qui vont acquérir des joueurs qui ont eu des saisons correctes dans d'autres programmes, mais pas exceptionnelles. Et là, on a l'impression, parce qu'il se joint à toi, il va devenir exceptionnel. Ça, c'est de la projection. LSU a quand même un excellent quarterback, mais défensivement, LSU a des difficultés dans les dernières saisons. Ils donnent beaucoup de points. Ils ont perdu des gros morceaux quand même. Il y a des joueurs clés qui seront de retour cette année, mais de là à dire que ça devient soudainement une puissance dans le top 5 ou le top 10, il est un peu tôt. On devra attendre. Peut-être pour une équipe qui a quand même terminé 9 victoires, 4 défaites la saison dernière. ouais. En terminant, on va terminer avec un dernier sujet parce que je vous ai parlé de magazines qui sortent durant l'été. Et Phil Steele, je sais qu'en Europe, on n'a pas accès nécessairement à ce genre de magazine-là. Je vous rassure, même au Canada, à une certaine époque, on y avait accès dans des kiosques, mais maintenant, on doit les commander. Vous pouvez passer par Amazon et vous amuser à commander ces magazines-là. Ça peut valoir la peine. Le Phil Steele, pour terminer, classe Notre-Dame en 2e position en termes de puissance cette année au niveau de collège. C'est la revue qui classe Notre-Dame de plus fort. Et si je vous partage un peu le classement pour vous situer où est-ce qu'on voit Notre-Dame, et vous allez me dire la crédibilité du Phil Steele au cours des dernières années. Je pense que je vais même commencer par ça pour vous guider. Si on regarde, il n'y a rien de mieux que de parler l'année précédente, qu'est-ce qu'ils avaient prédit et qu'est-ce qui s'est passé pour donner de la crédibilité au magazine. Phil Steele voyait Georgia comme étant la puissance la saison dernière en termes d'équipe numéro 1, Ohio State numéro 2. Ohio State a quand même fini champion. Oregon était classé numéro 3, Texas numéro 4, Penn State numéro 5. À date, je vous ai nommé 5 équipes qui ont quand même terminé dans les séries éliminatoires et on mettait Notre-Dame en 6e position. Peu de magazines avaient classé Notre-Dame si élevé la saison dernière. Alors, dans le top 6, on a eu quand même 6 équipes qui ont joué dans les playoffs. Alors, si on regarde cette année, la prédiction du Phil Steele, Penn State, qu'on voit numéro 1, Penn State, c'est qu'il y a tellement de vétérans dans cette équipe-là qui sont de retour qu'on n'a pas le choix d'admettre qu'ils ont une équipe élite. Et avec le calendrier que je vous ai présenté, si Penn State gagnent le gros duel quand même, gagnent leurs 2 gros matchs un petit peu plus difficiles, ben c'est sûr que s'ils sont invaincus, devraient terminer classés numéro 1. Mais quand même, est-ce qu'ils vont battre Oregon et est-ce qu'ils vont battre Ohio State? Mais s'ils gagnent les deux, entièrement d'accord que c'est probablement l'équipe qui devrait terminer numéro 1. Notre-Dame en 2e position. Texas numéro 3 et un retour d'Alabama en 4e position. Et on voit Ohio State en 5e et Clemson, qu'on a parlé tantôt, en 6e position. Et juste pour vous mettre dans le contexte, les rivaux de Notre-Dame cette année, Texas A&M, on les voit en 9e position. Fait que le duel, Léo, il y a des chances que tu aies assisté à ce duel-là sur place. Texas A&M va être le plus gros match de l'année. Miami en 14e position, USC en 21e position, Arkansas 33e, Pittsburgh 34e, Boise State en 47e position. Ça, on va en parler lors d'un prochain podcast du calendrier. Ce sera dans nos prochains sujets. NC State en 51e position, Boston College 62e, et là, je vous défile Syracuse 69e, Navy 73e, Stanford, qui sont misérables encore cette année, même s'ils vont progresser, en 88e position, et Purdue 106e, ne soyons pas surpris avec la dégelée qu'on leur avait infligée la saison dernière, même avec l'arrivée de Barry Odom, ça va être une année de reconstruction pour Purdue. Mais Notre-Dame en 2e position, fait que oui, je vous dirais que pour terminer ce podcast, on a le droit d'être excité pour cette saison 2025. Il va se passer des belles choses. Le but, c'est de rester en santé et de trouver nos 2 solutions. Notre quarterback et j'allais dire peut-être notre botteur aussi, Léo. Si on trouve nos 2 solutions de botteur, parce que pour le reste, je pense que ça va bien aller. Tout à fait. Tu as très bien résumé et à la fois sur les enjeux du coup de ce camp de printemps, de ce camp d'automne et voilà ce qui nous attend et ce qui va nous maintenir en haleine pour ce mois d'août avant le début de la saison. Merci beaucoup Christian pour ta participation une nouvelle fois à ce podcast. C'était un plaisir. Merci aussi à tous nos auditeurs.
On vous retrouve d'ici fin août, début septembre, avant le début de la saison, pour vous faire une présentation à la fois des décisions qui auront été prises en termes de quarterback, des positions sur lesquelles il y a des interrogations, mais aussi du calendrier. Et puis d'ici là, go Irish et bonne journée à tous. Bonne journée.